Oui, super, merci. Euh, je pense que voilà, les participants vont se connecter au fur et à mesure. Bienvenue à cette nouvelle webconférence Alterimo. On est ravis de vous présenter un sujet qui nous tient à cœur, qui est la RSE. Tout savoir sur les labels RSE. Vous allez avoir deux intervenantes qui sont Éléonore Deveau, qui est directrice RSE dans le groupe Altaria, et Joanne Urblia, qui est directrice de la certification pour Cogedim. Nous vous remercions de couper vos micros. Vous pourrez poser vos questions au fur et à mesure dans le chat ou à l'oral si vous le souhaitez en fin d'intervention. Et on sera ravis d'y répondre. Je vous souhaite une bonne webconférence et n'hésitez surtout pas voilà, à poser des questions. L'idée est de vous informer sur tous les labels et que vous puissiez utiliser toutes ces informations pour en parler à vos clients lors de vos rendez-vous. Je vous souhaite une très bonne formation et je laisse la parole à Éléonore. Bonjour à tous, on est ravis de vous parler aujourd'hui des labels RSE. Donc moi, comme Jarson le disait, je suis la directrice de la RSE du groupe Altaria. Donc je travaille sur l'ensemble des sujets qu'on va aborder aujourd'hui, qui sont liés au climat, à la biodiversité, à l'économie circulaire, à l'énergie, etc. On va faire un focus sur les labels concernés par ces sujets-là. Et puis après, il y a Joanne qui fera un focus sur NF Habitat, qui est une certification qui est très importante pour nous. Je peux avancer les slides, s'il te plaît. On va aller à l'agenda du moment. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous aider à décrypter en fait les certifications et les labels RSE parce que on sait que il y a un certain nombre de logos que vous voyez un peu partout, NF Habitat, Biodiversity, RE 2020, etc. On aimerait que ce soit plus facile pour vous de comprendre ce qu'il y a derrière, de savoir ce qui est vraiment différenciant et de savoir en parler aux clients et notamment mettre en avant les bénéfices qui peuvent être associés à ces labels et certifications. Parce qu'il faut savoir que ce sont des gros efforts pour nous, à la fois d'un point de vue de l'entreprise, mais aussi sur les projets pour atteindre un certain nombre d'objectifs de performance pour atteindre ces labels et certifications. Et donc, on trouve ça pertinent de le mettre en avant au moment de la vente aux clients, pour, notamment si ça peut différencier certains programmes par rapport à d'autres. Donc, on va passer directement au slide 7. De quoi on vous parle si on dit label et certification? Là, c'est juste un exemple de brochure. En fait, vous voyez, quand vous trouvez les brochures de nos programmes, souvent ces petits logos-là, en bas à droite, qui peuvent être à différents endroits, mais c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Est-ce que c'est ce qu'on a constaté, en fait, c'est que souvent, ce sont juste des petits logos et on n'est pas capable de les transformer en bénéfices clients. Donc, c'est vraiment l'objet aujourd'hui de détailler ça. Donc, concrètement, donc ce que je vous ai dit, c'est que les sujets abordés par ces labels et certifications, ce sont des sujets principalement liés à l'environnement aujourd'hui, donc au climat, à l'énergie, à la biodiversité. Et dans le secteur immobilier, on a beaucoup de réglementations sur ces sujets-là, notamment la RE 2020 que vous devez connaître. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a des démarches qui sont des démarches réglementaires, comme suivre la réglementation RE 2020. Et ces labels et certifications sont des actions volontaires que l'entreprise met en place pour valoriser des aspects environnementaux d'un projet ou de sa démarche d'entreprise. Donc aujourd'hui, on veut vraiment faire un focus sur la démarche volontaire. Avant de rentrer dans le volontaire, quelques éléments de rappel. Pourquoi on vous fait ça? J'aime beaucoup ce chiffre. 73% des Français trouvent difficile de savoir chercher ce qui est responsable. C'est pour ça qu'on dit que c'était important de faire un point sur les labels et certifications. Je pense que c'est valable quand vous achetez un appartement, mais c'est aussi valable quand vous allez au supermarché ou vous achetez des vêtements. Il y a tellement de logos différents qu'on a du mal à savoir ce qui est conforme à la loi, ce qui va au-delà, ce qui représente un réel effort, ce qui est un label sérieux, ce qui est un label certifié par un organisme d'État. Et est-ce que vraiment derrière, on a quelque chose de réellement responsable? Donc, c'est vraiment l'objet aujourd'hui. Et c'est aussi pour ça qu'on pense que c'est intéressant d'en parler à vos clients, parce que ça permet d'alimenter la conversation et de les nourrir d'éléments de preuve, en fait, sur les efforts réellement faits sur les programmes immobiliers. Donc, avant de rentrer sur ce qui va au-delà, peut-être juste rappeler les bases, la réglementation environnementale, parce que quand vous voyez RE 2020 sur un projet, c'est la loi.
Donc, ça n'est pas un label et ça n'est pas une certification, c'est la base de ce que vous avez sur tous les projets immobiliers. En fait, vous savez que notre secteur est très contraint par la réglementation. Pendant de nombreuses années, on avait des réglementations dites thermiques qui imposaient une consommation d'énergie au mètre carré. En 2022, la réglementation a changé. C'est devenu la réglementation environnementale 2020. Donc, c'est une réglementation plus vaste qui va avoir des exigences sur la consommation d'énergie au mètre carré, l'empreinte carbone et le confort d'été des bâtiments. Donc, c'est quelque chose qu'on peut mettre en avant sur l'ensemble des projets parce que tous les permis de construire déposés après 2022 sont soumis à cette réglementation. Donc, ça veut dire que vous allez avoir des projets qui consomment moins d'énergie. Donc, c'est difficile de faire des équivalences en euros pour le client parce que les cours de l'énergie varient énormément. Mais en tout cas, il y a une réelle valeur ajoutée, une empreinte carbone plus faible et puis aussi, normalement, des bâtiments qui sont plus confortables parce que le confort d'été est amélioré. Donc ça, c'est déjà un bénéfice client lié à la réglementation, mais c'est valable sur toutes les opérations neuves. Donc, c'est plutôt une différence entre le neuf et l'ancien. Ça n'est pas un label, ce n'est pas une certification. C'est très intéressant d'en parler aux clients parce que ça donne des programmes performants, mais ça n'est pas différenciant d'un programme neuf à l'autre. J'insiste là-dessus parce que je pense que c'est important que vous sachiez bien voir là où il y a un réel effort supplémentaire et là où c'est la loi, ce que je vous ai mis sur le slide. Petite parenthèse, cette réglementation est évolutive, donc on a des seuils. Elle représente un réel changement pour nos métiers, parce qu'il faut construire différemment pour faire du bas carbone, pour faire du plus vertueux au niveau énergétique. Et ça devient de plus en plus difficile pour les PC déposés en 25, 28, 31. Ce sera des niveaux encore plus difficiles à atteindre. Donc, l'effort qu'on peut faire, c'est anticiper ces seuils-là, mais dans tous les cas, la RE 2020, c'est la réglementation. À l'inverse, on arrive au cœur du sujet. Les labels et certifications, donc ce pourquoi on est là, ce sont des démarches volontaires. Donc ça veut dire que c'est l'entreprise qui se dit, à l'échelle de mon entreprise ou à l'échelle de mon opération, je vais faire un effort spécifique sur un certain nombre de critères RSE et aller rechercher un label ou une certification qui attestera que j'ai réellement fait un effort. Donc, en général, on utilise le terme de certification pour ce qui est une démarche multicritère. On viendra, il y aura un focus après sur le NF Habitat. Donc, on a NF Habitat, NF Habitat HQE. À l'étranger, je vous ai mis BREEAM qui est très utilisé, mais ce sont des efforts faits sur des programmes qui respectent un cahier des charges assez large sur de nombreux critères qualité, environnement. On y viendra plus en détail. Et c'est encadré réglementairement, c'est-à-dire qu'il y a un organisme d'État qui va valider que vous êtes correctement certifié. Donc, c'est réellement un gage de qualité et c'est garanti et c'est très sérieux. Ensuite, il y a les labels qui sont également sérieux, mais qui sont focalisés sur une seule thématique. Donc là, c'est vraiment, vous voulez mettre en avant un effort spécifique fait sur votre projet sur un thème. Donc ça va dépendre des lieux, il faut aussi s'adapter à l'environnement. Typiquement, Biodiversity, c'est un label qui va témoigner du fait que vous avez réellement fait un effort pour la nature sur votre projet. J'y viendrai après, mais fait des études préalables, mis des systèmes pour favoriser la faune et la flore, etc. Donc c'est pertinent dans certaines zones où il y a un vrai enjeu biodiversité. Effinergie, Minergie, etc. BBCA également sont des labels qui ont des implications sur l'énergie, j'y viendrai après, mais ça met en avant le fait qu'au-delà de la réglementation qui est déjà très stricte sur les seuils énergétiques, ça va encore plus loin et on aura des performances énergétiques meilleures que ce qu'on voit chez les programmes non labellisés. J'ai mis intérieur aussi, alors c'est un label un peu plus confidentiel, mais je trouve intéressant de voir que il y a des labels sur un peu tous les sujets. Celui-là, il valorise le fait que vous avez fait un réel effort sur la qualité de l'air en travaillant sur peut-être les revêtements des matériaux, la ventilation, etc. Donc, en fait, ces labels attestent réellement d'une volonté d'avoir cherché sur un certain thème des actions complémentaires. Alors, pourquoi fait-on ça? Merci, Joanne. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Ça vaut le coup, c'est pertinent pour informer le consommateur sur des sujets qui vont l'intéresser plus particulièrement. Donc, typiquement, je pense à l'énergie, c'est un sujet important parce que c'est un gros sujet lié au pouvoir d'achat. Ça valorise les efforts qu'on fait. Ça permet de se différencier. Et puis, ce qui est intéressant aussi en interne, c'est que ça permet d'objectiver la performance d'un projet en souvent mettant en place des indicateurs et un suivi très spécifique sur tous ces sujets liés à la RSE.
je vous aurai à la fin, je continue mon explication sur les labels. À la fin, on fera un focus sur un certain nombre de labels et puis surtout un focus plus détaillé sur NF Habitat. Ce qu'il faut savoir aussi sur ces labels et réglementations, c'est qu'en général, ils sont la première étape vers la réglementation qui va venir. Donc, ça implique d'être un peu vigilant parce que les labels évoluent et ces mots que vous pouviez entendre comme étant des projets très performants dans le passé sont aujourd'hui devenus la norme. Typiquement, le BBC, il y a 5-10 ans, c'était du bâtiment basse consommation, donc c'était performant. Avec la RE 2020, c'est juste la réglementation, enfin, c'est être conforme à la loi que d'être basse consommation. Donc, si vous voyez un label BBC sur un projet, c'est juste conforme à la loi. C'est un peu délicat de bien décrypter ce qui est sur les brochures que vous avez. Dans tous les cas, c'est des labels qui sont aussi utilisés, enfin, c'est plutôt pour votre culture générale, mais c'est des labels qui peuvent être utilisés aussi par le régulateur, pardon, pour voir ce qu'il est possible de faire. Le label E+, C-, que vous avez peut-être déjà vu, c'était un label qui préfigurait la RE 2020, qui était un peu un test sur un certain nombre d'opérations de logement pour savoir est-ce qu'on peut atteindre ces seuils-là en termes de carbone ou d'énergie, est-ce que c'est raisonnable, quelle sera la prochaine réglementation. Donc, typiquement, aujourd'hui, si vous voyez un label E+, C-, c'est soit que c'est un projet très ancien, soit que ça n'a pas vraiment de sens parce qu'aujourd'hui, la réglementation s'applique et ces seuils-là sont forcément atteints. Je vous dis ça parce que c'est important d'être un peu vigilant sur l'ensemble de ces labels et de faire attention que est-ce que ce qu'on montre est vraiment différenciant ou est-ce que c'est juste la réglementation ou quelque chose d'ancien. Qu'est-ce qu'on raconte aux clients là-dessus? Alors, ce que les labels et les certifications mettent en avant, c'est vraiment une démarche RSE avancée, donc des efforts faits sur les thèmes que j'ai abordés, une meilleure performance énergétique, une meilleure performance climat, des projets qui sont aux meilleures normes en termes d'acoustique, qualité de l'air, etc. Donc, ce qu'on se dit qu'on peut raconter aux clients en termes de bénéfices qu'ils auront grâce à ces labels, ça va sur plusieurs thématiques qui s'appliquent à la fois à la personne qui va occuper le logement, mais aussi à un investisseur. Pour l'occupant du logement, la maîtrise des charges, c'est le premier avantage et c'est assez évident. La réduction des consommations énergétiques, elle est immédiate avec la RE 2020 et encore plus avec les labels associés type F-Énergie, BPOS, etc. Donc ça, c'est un argument majeur. Ça va s'appliquer aussi sur des meilleures performances en termes de consommation d'eau, etc. Donc, c'est vraiment le sujet prioritaire. Mais on a aussi des sujets sur la pérennité des biens. On sait que quand on est conforme aux meilleures pratiques, et notamment je pense au NF Habitat qui garantit vraiment une excellente qualité des logements, ça permet de garantir la pérennité et de garantir une meilleure performance à la revente du bâtiment. Il y a évidemment des enjeux liés au confort et qualité de vie, donc selon le label, hein, mais bon, si vous êtes Biodiversity, on peut imaginer que vous aurez un projet qui sera plus végétalisé, plus proche de la nature, donc qui apporte vraiment une réponse aux enjeux actuels du logement et d'une volonté de se rapprocher de la nature. J'évoquais intérieur, bon, bah, c'est évident que la qualité de l'air, ça améliore le confort et la qualité de vie. Et puis, geste citoyen, alors on sait que ce n'est pas forcément un déclencheur de l'achat, mais ça peut alimenter votre échange avec les acheteurs. Avoir un label ou une certification réelle et sérieux, c'est vraiment la garantie qu'il y a eu un réel effort sur le projet. Et on pense que ça peut aujourd'hui être peut-être quelque chose qui fait la différence sur des projets qui vont être similaires en termes de coûts, de localisation. Bah, là, au moins, vous avez quelque chose de solide et ça n'est pas du greenwashing, je reviendrai après, c'est vraiment quelque chose de sûr avec des preuves. J'ai quelques éléments sur ce que je vous disais, sur est-ce qu'un label ou une certification sont fiables. Alors, je ne vais pas tout dérouler, on vous enverra la présentation. Mais je pense que c'est un réel enjeu. Là, il y a ce slide-là, puis il y en a un sur le greenwashing après. On ne peut pas parler des labels et des certifications sans insister sur le fait qu'il faut voir si c'est quelque chose de fiable. En général, un label ou une certification, surtout quand c'est lié à l'État, ça garantit qu'on est sur une démarche sérieuse avec une démarche de preuve. Mais comment savoir si c'est réellement sérieux? Parce que vous savez, il y a aussi, on peut apposer n'importe quel tampon ou label. Quelques idées pour vous. Est-ce que c'est un organisme indépendant ou un organisme d'État qui a donné le label? Est-ce qu'on peut accéder aux performances? Est-ce que c'est pertinent?
Typiquement, on y viendra après, mais bon, si je vous fais un label sur le recyclage du papier alors qu'on vend un immeuble, un appartement, c'est pas forcément pertinent. Ça peut arriver, on peut vous dire la brochure est recyclée, ok, super, mais l'enjeu, c'est surtout est-ce que mon bâtiment a une empreinte carbone et énergétique réduite? Est-ce qu'il est à jour? C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Et puis, est-ce qu'il est compréhensible? Donc, j'attire juste votre attention sur le fait qu'un label qui reprend juste les critères de la réglementation, ce que je disais, c'est pertinent parce que la réglementation est très contraignante, mais ça n'est pas différenciant par rapport à un autre programme. Voilà. Dernier point, avant de rentrer vraiment dans le détail des labels et certifications qu'on utilise. Pourquoi on fait ces labels? Parce que ça permet de lutter contre le greenwashing. Je voulais juste faire un petit focus là-dessus, parce que c'est un mot qu'on entend souvent. 2 exemples de greenwashing qui peuvent être évités par les labels et certifications. J'en ai 2 là. Donc, pour acheter une voiture, un arbre sera planté. Donc, aucun rapport. Hein. La voiture, on sait que son empreinte carbone, elle est principalement à la production dans l'usine et pendant toute sa vie sur ce qu'elle consomme comme énergie. Dire qu'on a planté un arbre, ça n'est pas pertinent. Là, normalement, vous n'aurez pas de label ou de certification qui permet de vous dire que c'est une bonne démarche RSE. Ça ne répond pas aux critères. Et pareil, l'autre exemple de greenwashing, c'est McDo qui mettait en... J'ai rien contre McDonald's, hein, qui par ailleurs est très bien en termes de démarche RSE, mais mettait en avant le fait qu'ils avaient arrêté le plastique jetable, alors que c'est un argument réglementaire, ça leur était imposé. Donc, savoir décrypter ça, c'est important. C'est important pour la vente de l'immobilier. Ça peut même vous servir dans la vie quotidienne. Les labels et certifications permettent réellement de montrer qu'il y a un effort réel, qu'on ne trompe pas le consommateur, que c'est validé par un organisme externe et qu'il y a une réelle démarche RSE environnementale derrière. Donc, je pense que dans un monde où les consommateurs sont perdus, où on ne sait pas à quoi se fier, où trouver la bonne information est compliqué, ces logos-là et ceux qu'on va voir après sont vraiment la garantie que là, on est sur quelque chose de sérieux. Voilà pour le cadre général des labels et certifications. Je ne l'ai pas dit, mais évidemment, vous pourrez nous poser des questions, soit sur le chat, soit après. Hein, mais on va continuer à dérouler la présentation, mais on regardera toutes vos questions après. Et donc là, on voulait faire un petit focus sur les labels et certifications que nous, on trouve les plus pertinents et qui sont ceux qu'on a déployés chez Altaria. Donc, dans nos différentes marques, parce qu'en plus, on a des stratégies différentes par marque en fonction de la stratégie de l'entreprise. Donc, le premier, c'est NF Habitat et NF Habitat HQE. Je vais vous en dire quelques mots. Je ne vais pas spoiler ce que va dire Johan juste après. Mais NF Habitat et NF Habitat HQE, ce sont des démarches qui attestent une démarche de durabilité globale des bâtiments. Donc, c'est basé sur plusieurs thèmes, le management, la qualité de vie, l'environnement, la performance économique, et ça implique toute une démarche d'entreprise derrière pour faire des projets qui sont vertueux. Vous le verrez, hein, Johan va vous donner des exemples après, donc vous aurez pas mal d'informations là-dessus, mais on est sur des bénéfices clients qui sont réels, avec meilleure isolation thermique et acoustique, des logements plus sains, des économies, je le disais, baisse de charges énergétiques, un patrimoine qui est mieux valorisé, avec des chiffres de 9% qu'on a identifiés. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, chez Cogedim, on fait le choix de certifier 100% de nos opérations NF Habitat. C'est une réelle démarche d'entreprise. Ça implique de former toutes les équipes, de mettre en place des process et de décliner dans l'ensemble des opérations un même niveau de qualité et de performance. Et puis après, ça se décline en HQE, qui est une déclinaison du NF Habitat. Donc, c'est une partie tous nos projets sont NF Habitat, une partie sont HQE. HQE, ça va encore plus loin en termes de respect de l'environnement. Ça s'étend même au chantier. Alors, ça concerne peut-être un peu moins le client, mais en tout cas, c'est une démarche très positive. Et on va plus loin sur les sujets énergétiques, biodiversité. Quelques chiffres, et après vraiment je laisserai Johan, sinon je vais lui spoiler toute sa présentation. Le cahier des charges fait 300 pages, donc ça c'est un point important, parce qu'on se dit que nous c'est un effort d'entreprise énorme, c'est une grosse mobilisation, et donc on aimerait que vous puissiez un peu en parler à vos clients, parce que ça valorise vraiment le bien, et on y croit. Voilà, ça représente... il y a 135 000 logements qui étaient engagés en 2022. Et chiffre intéressant, il y a près de 80% qui ont entendu parler de cette certification. Alors, ils ne savent probablement pas ce qu'il y a derrière. Ça, c'est à vous de leur expliquer. Mais en tout cas, la marque est connue. Et c'est aussi pour ça que chez Cogedim, le choix a été fait de certifier l'ensemble des opérations.
voilà pour le NF. Maintenant, je vais faire juste un petit focus sur les labels thématiques. Donc, vous vous rappelez, certification, une démarche globale, les labels plutôt une démarche monocritère. Performance énergétique. Alors, on est sur la RE 2020 qui est déjà hyper stricte, mais on peut aller encore plus loin et aller chercher des labels encore plus performants au niveau énergétique. Donc, on a le Effinergie RE 2020, le BEPOS Effinergie, et puis sa déclinaison pour la rénovation. Donc, si vous avez ça sur un projet, ça veut dire qu'on est 10, enfin pour l'Effinergie, 10 à 15% au-delà de la réglementation en termes de performance énergétique, donc vraiment un impact direct sur les charges. Et sur le BPOS, ça veut dire qu'il y a de la production d'énergie renouvelable en plus, donc on est vraiment dans le top du top de ce qu'on peut faire sur le sujet. Donc ça, ce sont des labels très sérieux, très fiables et validés en externe. Puis après, si on passe au label bas carbone, là, il y a un label assez exigeant qui s'appelle le label BBCA. Donc, celui-là, c'est un label qui certifie que sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment, donc que ce soit à sa conception, au moment du choix des matériaux, mais aussi sur sa vie du bâtiment, sur la vie du bâtiment, on va réduire l'empreinte carbone. Donc, c'est un label exigeant qui préfigure la réglementation à venir et qui a pour objectif de diviser par 2 la performance carbone du bâtiment. Alors, je ne rentre pas dans le détail des chiffres, mais ayez en tête qu'aujourd'hui, le bâtiment, c'est 25% des émissions de CO2 en France. Donc, un label comme ça, il s'intéresse au réel sujet, au réel impact, enfin, au réel sujet de société qu'on a à traiter aujourd'hui. Donc, il est évidemment très difficile à atteindre. Vous voyez qu'il y a 50 projets en 2022, donc c'est pas beaucoup. Ça veut dire que c'est des projets qui sont vraiment exemplaires. Donc là, ça peut être un choix réellement pour des clients qui sont extrêmement intéressés par ces enjeux bas carbone. Et donc, de notre côté, on a une autre filiale du groupe Altaria qui est Woodeum Pichimo qui a fusionné récemment, qui certifie 100% de ses opérations BBCA, puisque avec cette fusion, donc, on mixe l'expertise bas carbone de Woodeum et le maillage territorial de Pitch pour réellement faire un leader du bas carbone en France. Donc, de fait, ils certifient leurs opérations bâtiments bas carbone parce que ça correspond à leur stratégie. Dernier focus, je sais que nos partenaires bancaires notamment nous en parlent beaucoup, le label Biodiversity. Alors ça, c'est un label pareil qui porte sur le cycle de vie du bâtiment et qui impose de prendre en compte la biodiversité dans le projet immobilier. Alors, prendre en compte la biodiversité, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà s'intéresser à une étude écologique du site. Donc, je m'implante, qu'est-ce qu'il y avait comme situation naturelle avant, quel est mon impact, et travailler sur des engagements, des moyens, trouver des bénéfices écologiques et aussi, ça c'est intéressant, des bénéfices pour les usagers. Donc, vous allez bénéficier, je sais pas, d'un jardin partagé, de rafraîchissement lié à un apport de végétalisation. C'est un label qui est assez complet sur ces sujets-là, qui est, je pense, plus pertinent dans certaines zones. Ça, c'est un point à avoir en tête. Si vous avez une dent creuse en pleine ville, bon, peut-être pas le sujet biodiversité qui est le sujet le plus important. Donc, on certifie certains de nos projets. C'est pas une démarche d'entreprise, c'est vraiment du cas par cas. Mais pareil, c'est un label qui est assez pointu puisqu'il n'y avait que 200 projets labellisés en 2020. Donc, on est sur un réel effort et c'est très spécifique. J'insiste là-dessus parce que je sais qu'il y a certains d'entre vous qui nous avaient dit « Ah ben nous, on va plus vendre que des projets certifiés biodiversity ». C'est pas la meilleure idée dans la mesure où il n'y en a vraiment pas beaucoup et où ça demande un effort important. Par contre, ça peut être quelque chose à mettre en avant pour une certaine type de population, pour certaines zones où il y a un réel intérêt à travailler sur la faune et la flore. Donc, on a mis juste un exemple de projet biodiversité. Donc, on en a un à Montreuil, là où vous voyez, il y a un vrai apport de végétalisation qui va contribuer à rafraîchir et à faire des lieux partagés. Mais c'est vraiment du cas par cas. Je vous ai mis une petite fiche à retenir avant de passer la parole à Joanne sur le sujet NF Habitat. Je vais répéter mes messages. Donc, il y a la réglementation et les démarches volontaires. Donc, réglementation qui est déjà très exigeante. On a plein de choses à raconter sur l'énergie, le carbone et le confort d'été. Et puis, toutes ces démarches qui vont au-delà, qui permettent vraiment de valoriser un projet en particulier. Les certifications qui sont des démarches vraiment globales d'entreprise et les labels qui sont ponctuels. Et enfin, en termes de bénéfices, nous, ce qu'on identifie principalement, c'est la maîtrise des charges, la pérennité de la valeur du logement, des actions sur le confort et la qualité de vie, et puis, si ça intéresse le client, l'effet citoyen d'avoir un logement réellement avancé en matière de RSE. Voilà, on vous donnera tout ça, on compte sur vous pour garder cette fiche et la réutiliser quand vous parlez à vos clients. Et je vais passer la parole à Joanne pour un focus sur NF Habitat.
Bonjour, donc Joanne Urgnac. Aujourd'hui, je suis ici pour vous parler de la certification NF Habitat. Alors, l'idée de la certification NF Habitat, elle a été créée dans les années 70. Donc, au moment où on créait des bâtiments, où on construisait des bâtiments qu'aujourd'hui on décrit. Il faut savoir que les certifications en France, c'est historique. C'est Louis XIV qui avait mis en place des gages de qualité sur les tissus. Et maintenant, aujourd'hui, vous regardez, on est toujours en tant que pays une forme de référence en termes de luxe grâce à ce gage de qualité. Et au niveau logement, au niveau international, quelque part, on a toujours cette chance d'être en avance grâce à des certifications ou à la réglementation qui est justement au préalable Éléonore. Donc la certification NF Habitat, c'est vraiment la certification dédiée au logement en France. C'est une certification volontaire qui est plus fiable qu'un label puisqu'elle est forcément certifiée, accréditée par un organisme d'État, qui est l'AFNOR. C'est d'ailleurs le ministère du Logement qui l'avait créé au tout début. Aujourd'hui, c'est une association à but non lucratif et son objectif, c'est de surperformer par rapport à la réglementation. D'ailleurs, si vous avez l'occasion, le temps d'aller sur leur site, vous pouvez accéder à leur observatoire qui définit quelles sont les attentes des clients. Donc, ça peut être quel est pour vous le logement idéal, quelles sont les 5 plaies du logement. Donc, ils ont des études assez intéressantes sur ce qu'attendent vraiment les habitants en France des logements, construits, neufs ou anciens d'ailleurs. Donc, choisir un appartement certifié NF Habitat, c'est d'être sûr, c'est d'être assuré qu'il répond à des qualités techniques supérieures et qui sont contrôlées par un référentiel exigeant. Donc, vous avez une petite nuance entre NF Habitat et NF Habitat HQE. En fait, NF Habitat HQE, c'est du NF Habitat plus du HQE, donc c'est haute qualité environnementale. C'est historique ce nom, mais globalement, comme vous l'a expliqué au préalable Éléonore également, vous avez des exigences liées à la fonctionnalité des lieux, ce qu'on va voir par la suite, qui ne sont pas forcément liées directement à la qualité environnementale, mais qui sont un plus par rapport à NF Habitat classique, on va dire. Donc les exigences de la certification NF Habitat, qu'est-ce que c'est? Vous avez tout d'abord un cahier des charges des exigences techniques du logement et du bâtiment. Donc, ça peut être lié à la fonctionnalité des lieux, à la maîtrise des charges, à toute une série que je vais vous expliquer un peu plus en détail. Et vous avez un panel d'exigences sur la qualité de service et d'information. Donc, ces cahiers des charges, ils sont établis avec diverses parties intéressées, donc comme je vous l'ai dit, les consommateurs, mais aussi des administrations étatiques ou le CSTB qui représente une forme de référence technique nationale au niveau du bâtiment et des professionnels qui peuvent être des bailleurs, des promoteurs. Ensuite, vous avez la partie système de management responsable. Ce pamphlet-là, il est vraiment dédié aux acteurs qui veulent engager l'ensemble de leur production pour qu'ils mettent en place toute une série de process, une série de vérifications, de contrôles internes pour s'assurer eux-mêmes que 100% de leur production, dès la conception, embarque la certification NF Habitat. C'est important parce que déjà, ça nous permet, nous, en interne, de perdre du temps à se demander ce que l'on doit faire pour être conforme à la certification. Et ça permet aussi de garantir à nos clients une qualité de logement qui est homogène. Alors, évidemment, il y a des opérations sur lesquelles on peut avoir des labels complémentaires, mais l'idée, c'est d'avoir un niveau de qualité qui est vraiment homogène sur tout l'ensemble de notre production. Alors, je vous ai mis donc un extrait des 230 pages, des 300 pages d'ailleurs, pardon. C'est le focus sur le référentiel technique. Donc, c'est pour vous présenter toutes les thématiques qui sont abordées. Donc, vous avez 3 grandes thématiques, la qualité de vie, le respect de l'environnement et la performance économique. Vous voyez en bleu foncé ce qui est propre à HQE. Donc, parfois, vous avez une partie NF Habitat et une autre partie NF Habitat HQE sur une même sous-thématique. Et des sujets à venir. Donc, vous avez aussi, comme pour tous les labels et toute certification, une recherche de sujets qui peuvent être novateurs et qui peuvent être intégrés plus tard à la réglementation. Donc, toutes ces thématiques sont évidemment contrôlées donc, au stade de la conception
et au stade de post-exécution, donc juste avant la livraison, il y a toute une série d'attestations qui sont parfois réglementaires, qui sont réglementaires, mais sur lesquelles vous pouvez avoir une exigence un peu plus élevée quand vous êtes en NF Habitat. Et si vous êtes conforme, évidemment on l'est à 100% parce qu'on fait tout pour l'être, vous avez une attestation qui atteste que justement votre logement et votre bâtiment est bien conforme à la certification. Alors qu'est-ce que ça veut dire là, on va rentrer un peu plus dans un sujet concret pour vous. Quels sont les bénéfices pour vos clients d'un logement qui est certifié NF Habitat? Bon, déjà, vous avez un logement plus fonctionnel. J'ai dessiné une petite penderie, vous verrez pourquoi. Parce que c'est important d'avoir des rangements chez soi, par exemple. C'est important de pouvoir poser une assiette sur son plan de travail. C'est important de pouvoir positionner une poubelle dans sa cuisine. C'est des petits détails, mais si nous, en tant que promoteurs, on ne s'assure pas de ça par rapport à un client, ça peut être gênant de se retrouver dans un logement et de se poser ces questions-là. Où est-ce que je mets ma penderie? Plus de luminosité, puisque là, comme vous voyez, je vous mets plus respectueux de l'environnement, mais vous verrez qu'il y a beaucoup de sujets qui sont pris en compte dans la certification NF Habitat, mais qui sont liés au respect de l'environnement. Évidemment, la luminosité dans un logement, ça vous permet de faire des économies sur votre éclairage. C'est pareil pour la performance économique. Vous avez des économies d'eau, vous avez des économies de charge, des économies de chauffage, donc le confort thermique juste après. Vous avez une isolation acoustique parce que c'est important effectivement de ne pas être gêné par son voisin, et souvent c'est une question qui est importante quand on habite en appartement. Un logement plus sûr, puisque vous avez vraiment cette notion de sûreté dans votre logement. Vous avez une porte barrière qui est beaucoup plus sécurisée que sur un logement non certifié. Ça a un coût, hein, bien sûr, pour le promoteur, mais c'est important, ne serait-ce que vous, quand vous vous assurez d'avoir une porte qui correspond aux critères de l'assurance en cas de cambriolage. Et c'est lié également au bâtiment. C'est-à-dire que votre bâtiment il est bien éclairé. Tout simplement, quand vous entrez, vous voyez, vous mettez les pieds. Une personne qui sort du parking, elle ne peut pas accéder aux étages. Ça, c'est des petits détails qui peuvent justement renforcer la sécurité de votre logement et de votre bâtiment. Vous avez un air plus sain, donc c'est étudié, évidemment. Vous avez des portes déterminées, je vous décrirai tout ça, mais qui sont vraiment qui sont faits pour, même si on n'aère pas, ce qui est quand même la base, il faut aérer son logement, qui permet d'avoir un air sain. Si vous aérez un peu moins peut-être en hiver, c'est très très important. Et le respect de l'environnement, donc c'est très lié à la performance économique, au confort thermique, à l'air plus sain et à la luminosité. Donc, en détail, j'ai vraiment deux grandes parties. Donc, on va parler de l'impact sur les plans. Donc, un logement plus fonctionnel, vous avez un espace de rangement minimum dans tous vos logements. Donc, en fonction de la typologie du logement, évidemment, elle est adaptée. Vous avez, pour un 5 pièces, un peu plus de rangement que pour un studio. L'idée, c'est que de base, sur vos plans, même si on va pas forcément vous fournir le placard en question, vous avez la place d'en installer un. Sinon, effectivement, vous pouvez le voir sûrement sur les plans de logement neuf. Si ce n'est pas prévu, imaginez votre client qui essaie de mettre sa penderie, c'est tout de suite plus compliqué. Vous avez à minima 2,5 mètres de hauteur sous plafond. Donc ça, c'est bon pour la qualité de l'air, parce que forcément, le volume d'air est plus important. Mais c'est aussi fonctionnel, puisque vous pouvez tout simplement avoir une grande bibliothèque, plus de rangement potentiellement avec votre hauteur sous plafond. Et je suis petite, mais il y a des personnes qui sont assez grandes pour être gênées si elles lèvent le bras par une hauteur sous le plafond assez restreinte. Vous avez une cuisine conçue pour recevoir des équipements, donc vraiment en fonction du logement, de la typologie de logement. Donc un studio, effectivement, ça sera une cuisine plus restreinte qu'un logement de 4 pièces, mais vous avez tout pour installer vos appareils de cuisson, votre lave-vaisselle, il a forcément une position en salle de bain ou en cuisine. C'est fait pour être fonctionnel, puisqu'on ne peut plus ensuite, c'est très difficile d'intervenir sur un changement de positionnement de cuisine ultérieur.
puisque c'est lié à des gaines. Donc, il faut que ça soit bien conçu dès le départ. Ça, c'est important. Donc, c'est ce qui est fait. On dessine les cuisines, même si on sait qu'il y a beaucoup de clients qui vont commander par la suite leur propre cuisine. Et enfin, on a 2,5 mètres libres pour installer un canapé, donc contre un mur, parce que c'est souvent là que les personnes l'installent, et c'est une spécificité HQE. Donc ça permet d'avoir assez de place dans votre logement pour installer votre canapé confortablement. Ça veut dire que vous n'avez pas de radiateur sur le mur, notamment. Alors, le logement plus performant, donc il y a une longue liste. Je vous ai mis quelques exemples. J'ai été restreinte, on va dire, parce que concrètement, vous avez beaucoup, beaucoup d'exigences et j'ai pris celles qui peuvent peut-être potentiellement intéresser vos clients le plus. Donc, il y a plus de performances économiques, mais qui sont liées à la puissance des radiateurs, des équipements de chauffage, c'est pas forcément des radiateurs, mais qui sont contrôlés et optimisés pièce par pièce. C'est-à-dire qu'en fonction de la taille de la pièce et de l'orientation de votre logement, on va s'assurer que chaque pièce est chauffée convenablement. Pour que vous ne chauffiez pas, vous montiez pas le thermostat et que vous ayez trop chaud dans votre séjour et trop froid dans votre chambre. C'est vraiment étudié spécifiquement dans le cadre de la certification NF Habitat et pas forcément dans la réglementation classique. Vous avez également des économies d'eau. Donc, on installe des robinetteries qui coûtent plus cher, mais qui sont beaucoup plus économes en termes de consommation d'eau. Donc, ça peut être, souvent, c'est ce qu'on appelle des mousseurs, mais vraiment, c'est très qualitatif. Quand vous prenez votre douche, le fait que ça soit une pluie fine, finalement, vous avez les mêmes sensations d'être mouillé qu'avec une douche classique, et pourtant, vous consommez beaucoup moins d'eau. C'est important. Et vos WC aussi sont équipés d'un mécanisme double commande. Là aussi, vous avez une économie de charge et c'est respectueux de l'environnement. Enfin, ça participe clairement à cela. Vous avez donc des chambres, des séjours, des cuisines ouvertes qui bénéficient systématiquement d'une occultation. Donc, ça peut être un volet roulant ou autre. C'est-à-dire que vous n'aurez pas de clients qui seront contraints de mettre un rideau, puisque quand vous mettez un rideau, vous voyez forcément la différence avec des volets. C'est moins agréable en été, c'est moins efficace pour conserver une température fraîche lors des canicules. Vous avez également une isolation acoustique, on en a parlé, donc vous avez une réduction des bruits de choc, puisque concrètement, les bruits de choc, ça peut être la personne qui va rentrer avec ses talons dans un couloir et que vous allez entendre beaucoup parce que c'est des bruits de choc. Vous avez aussi les basses fréquences. Alors, je ne vous l'ai pas mis, mais les basses fréquences, c'est ce que vous entendez très très bien quand votre voisin écoute de la musique. Ce sont les basses fréquences qui passent. Donc, l'idée, c'est d'être surperformant à la réglementation parce que c'est ce qui gêne le plus finalement les clients, c'est les bruits de choc et les basses fréquences. Ensuite, vous avez l'utilisation de matériaux absorbants. Donc ça peut être lié, comme je disais, au pas, mais aussi au bruit des fonctionnements d'équipement, puisque vous avez des machines qui vont vibrer, des machines à laver, des lave-vaisselle. Donc c'est fait pour absorber ces bruits-là. Et vous avez des escaliers aussi désolidarisés, c'est-à-dire que vous n'allez pas entendre des bruits des escaliers chez vous. Ils sont désolidarisés. C'est comme si c'était une boîte dans la boîte qui permet de ne pas entendre les bruits des pas des personnes qui le prennent. Donc pour la partie qualité de l'air, c'est un sujet qui est de plus en plus présent pour nos clients et dans la sphère, on va dire, politique. Vous avez donc la hauteur sous plafond, plus vous avez de volume, plus vous avez d'air, mieux c'est. Vous avez aussi des portes qui sont toutes détalonnées. Ça permet justement que l'air circule entre les pièces. Dans une petite chambre à deux, en fait, vous dégagez beaucoup de carbone pendant toute une nuit. Le fait que ça soit détalonné, c'est comme si vous ouvriez la fenêtre, même en hiver. Ça permet de laisser l'air circuler. Vous avez tous nos produits de revêtement de murs, de sol, de plafond. Donc, ça touche évidemment les peintures, les revêtements de murs, pardon. Qui sont étiquetés à minima de niveau A, voire A+, quand vous êtes en HQE. C'est important parce que c'est une pollution qui reste très longtemps dans votre logement. Donc, ça évite ce sujet-là.
Et enfin, deux autres sujets. La sécurité, j'en ai parlé. Donc, vous avez une serrure 3 pins, vous avez une porte qui est beaucoup plus chère et beaucoup plus solide, une porte palière qui vous permet de ralentir un éventuel cambriolage. Et c'est pris en compte par votre assurance quand vous assurez votre habitation. Vous avez des éclairages systématiques aux abords des bâtiments et tout simplement, si vous avez plus de lumière ou si vous êtes un peu loin de la rue, c'est quand même mieux de ne pas sortir votre lampe torche. Ça permet de donner un sentiment de sécurité. Clairement. Et comme je parlais, il y a aussi des sas du parking, vous ne pouvez pas accéder aux étages et c'est fait exprès pour que personne ne puisse ensuite passer par la porte de hall, par la porte de garage, pardon, pour cambrioler chez vous. La lumière naturelle, donc on en a parlé du côté HQE, c'est assez important comme effort parce que dans un séjour, ça représente 15% de luminosité naturelle par rapport à la réglementation. Dans les chambres un peu moins et dans les cuisines, ça on tombe à 10. Donc c'est 15 plus 10. C'est un effort assez important, mais qui est vraiment très... qu'on ne peut pas voir sur un plan, mais qui est très important. 15% de luminosité en plus dans un salon, ça fait toute une différence. À la revente, notamment, un appartement lumineux, vous devez le savoir, est quelque chose qui est apprécié par les futurs acquéreurs. J'ai fini pour ma présentation. Est-ce qu'il y a eu des questions dans le chat? Non, pas de questions dans le chat. N'hésitez pas à poser vos questions si vous souhaitez. Vous pouvez ouvrir vos micros. Pas de questions. Et donc la présentation est enregistrée? La présentation est enregistrée, elle sera disponible sur le site partenaire depuis la vidéothèque. Et on pourra également vous transmettre le support de présentation par mail. Bon, si vous n'avez pas de questions, on vous remercie pour votre participation et on vous souhaite à tous une très bonne journée. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir, bonne journée.